Salam alaikum wa rahmatullah. On poursuit avec nos vidéos sur les mathématiques des Olympiades. Et donc, on est toujours au chapitre sur les inégalités remarquables. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'inégalité de Young. L'inégalité de Young dans sa forme la plus générale. Young est un mathématicien anglais qui a vécu fin du 19e siècle et début du 20e siècle. On trouve son nom, par exemple, dans le reste de Taylor-Young. En développement limité, on a un reste qui s'appelle le reste de Taylor-Young. Alors, donc, c'est ce mathématicien dont il s'agit. Alors, l'inégalité de Young dans sa forme générale, c'est le théorème que vous voyez sur l'écran. Donc, soit f, une fonction réelle, donc c'est-à-dire à valeur dans R, continue, strictement croissante, sur l'intervalle 0 plus l'infini. On suppose de plus que f de 0, c'est 0, et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc ça entraîne en particulier que l'image de cet intervalle par f, c'est lui-même. Alors, pour tout AB des réels positifs, on a cette inégalité qu'on appelle inégalité de Young. C'est la forme générale de l'inégalité de Young. Alors, ce que vous trouvez dans les livres d'analyse fonctionnelle ou d'espace normé, de topologie, etc., c'est pas exactement ça. Ce que vous trouvez, en général, ce qu'on trouve comme inégalité de Young, c'est l'énoncé suivant. Alors, si vous avez P et Q des réels strictement supérieurs à 1 qui sont conjugués, alors conjugués, ça veut dire, c'est-à-dire, vous avez 1 sur P plus 1 sur Q égale à 1, c'est ça ce que ça veut dire conjugué. Et si vous avez alors P et Q, donc de réels strictement supérieurs à 1 conjugué, c'est-à-dire vérifier cette relation, et donc vous avez AB des réels donc positifs, alors vous avez cette inégalité A fois B inférieur ou égal A puissance P sur P plus B puissance Q sur Q. Donc c'est ça ce que vous allez trouver, c'est ça ce qu'on trouve dans les livres topologie, analyse fonctionnelle, etc. Donc ça c'est utilisé pour démontrer l'inégalité de Holder et puis l'inégalité de Minkowski. Donc c'est des inégalités que j'ai déjà présentées dans les vidéos précédentes. Alors en fait cette inégalité-là, cette inégalité, ce n'est rien d'autre que l'inégalité arithmético-géométrique pondérée. C'est-à-dire, ce n'est rien d'autre, c'est une application, c'est-à-dire ça se déduit immédiatement de l'inégalité AMGM pondérée. Alors il suffit de considérer la moyenne arithmétique. Alors les poids, on va prendre 1 sur P et 1 sur Q comme poids. Vous avez bien la somme est égale à 1. Alors vous avez l'inégalité, donc la moyenne arithmétique pondérée par ces poids-là, appliquée aux deux réels. Alors je vais l'appliquer à A puissance P et B puissance Q. C'est supérieur ou égal à la moyenne géométrique pondérée par les mêmes poids, donc 1 sur P, 1 sur Q, donc appliqué au même réel positif A puissance P, B puissance Q. Alors regardez bien ce qu'on trouve si j'applique ça. Ça c'est l'inégalité arithmético-géométrique pondérée. Alors je vous renvoie aux vidéos précédentes où j'ai parlé de cette inégalité très importante. Alors ça, par définition de la moyenne arithmétique pondérée, ça va être, donc je multiplie A puissance P par le poids correspondant, plus B puissance Q par le poids correspondant. Donc je vais trouver A puissance P sur P, plus B puissance Q sur Q, supérieur ou égal. Et de l'autre côté, ça donc c'est A puissance P puissance 1 sur P, donc ça va vous donner A, multiplié par A B puissance Q puissance 1 sur Q, qui va nous donner B. Et donc, ça donne donc l'inégalité, ça donne celle-là, qu'on appelle donc dans les livres d'analyse fonctionnelle, topologie, etc., inégalité de Young. Mais en réalité, l'inégalité de Young, dans son cas général, c'est l'inégalité du théorème. Ça, c'est beaucoup plus général. Alors d'abord, on va voir pourquoi
pourquoi l'inégalité du théorème est plus générale. C'est-à-dire pourquoi cette inégalité-là est un cas particulier. Voilà. Bon, on va essayer, donc je vais d'abord essayer d'expliquer ça. Bon. Alors, il y a peut-être des remarques qu'il faut donner avant de parler de ça. Alors, puisque f est continu, alors déjà continuité plus f0 égale 0 plus f plus limite de fx quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, ça entraîne d'après le théorème des valeurs intermédiaires que f est surjective, alors surjective en tant qu'application de cet intervalle dans lui-même, dans son image. Ici, donc, on voit bien que l'image, c'est 0 plus l'infini. C'est-à-dire, si je prends donc cet intervalle, si je considère f, alors je considère f comme application de 0 plus l'infini. Alors, comme f de 0, c'est égal 0, et limite de fx quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, donc forcément, l'image, c'est ça, par le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires assure que l'image de f, l'image de f, ou bien l'image de cet intervalle par f, ça donne lui-même, ça donne ça. Donc là, on a la surjectivité, f, donc c'est surjectif. Et d'autre part, vous avez la stricte monotonie, la stricte croissance, f est strictement croissante, donc strictement monotone, ça entraîne qu'elle est injective, et donc vous avez bijective. Donc en fait, notre application est bijective de 0 plus l'infini dans lui-même. C'est une bijection, ce qui justifie l'existence donc de l'application inverse, l'application réciproque f-1 de x. Voilà. Alors maintenant, j'explique pourquoi le théorème, donc l'inégalité de Young qui est générale, qui est celle-là, entraîne ce cas particulier, entraîne cette inégalité. Alors en fait, ça c'est très facile. Je prends donc P et Q comme tout à l'heure, donc P, donc c'est des réels strictement supérieurs à 1 qui sont conjugués, c'est-à-dire ils vérifient cette formule, 1 sur P plus 1 sur Q égale 1. Remarquez au passage que ça c'est équivalent à dire que P-1 fois Q-1 égale 1. C'est la même chose. Et c'est équivalent à dire donc que Q-1 c'est 1 sur P-1. On a besoin de ça. Et donc, je vais appliquer donc, le théorème. Je vais appliquer le théorème pour f de x égale x puissance p-1. Et puis pour les réels positifs a et b. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve donc ab est inférieur ou égal l'intégrale de 0 à a f x. Alors, je remplace directement fx par sa formule, donc x puissance p-1 dx, plus intégrale de 0 à b. La fonction inverse ici, ça va être x puissance 1 sur p-1. C'est ça la fonction inverse de x puissance p-1. Mais on avait dit que 1 sur p-1, il est là, c'est q-1. 1 sur p-1, c'est égal à q-1 parce que p et q sont conjugués. Donc je le remplace. Donc on efface ça, on va mettre Q-1 ici. Bon. Donc ça ne s'efface pas. Alors, on va mettre ici donc Q-1. Voilà, Q-1. Et maintenant je calcule. Bon, donc j'obtiens directement ce qu'on cherche. Donc ici, la primitive de x puissance p-1, c'est xp sur p. Donc on va voir a puissance p sur p plus b puissance q sur q. Et on obtient donc cette inégalité. Inégalité requise. Alors maintenant, je vais passer à vous présenter la démonstration du théorème général. Alors, je vais vous donner deux démonstrations différentes. En fait, la première, on peut la considérer comme une illustration, elle est géométrique. Donc, une démonstration ou bien illustration géométrique. Ensuite, une démonstration analytique. Alors, on va commencer par la démonstration géométrique du théorème. Voilà, donc je considère que mon graphe, que ma fonction, elle a ce graphe-là. Bon, elle est bien strictement croissante. F de 0 égale 0. Limite, bon, on imagine bien que la limite, c'est plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini.
Je place les points, donc les réels strictement positifs ici, les réels positifs A et B ici. Alors, je regarde géométriquement ce que ça signifie, mon inégalité. Alors, si je regarde d'abord, qu'est-ce que ça signifie intégrale de 0 à A, fx dx? Bah, ça, c'est tout le monde qui sait que cette intégrale-là, ça représente cette surface. Ça représente cette surface-là, donc qui est délimitée par le graphe, par l'axe des abscisses et par la droite verticale d'équation x égale A. Alors, on va assurer ça. On va mettre, là, je vais mettre ça comme ça. On va assurer ça. Voilà, donc ça, c'est la première. Ça, c'est une surface, donc ça donne ça. Voilà. Donc ça représente l'intégrale de 0 à fx dx. Voilà. Voilà notre surface. Deuxième, ça on va l'appeler par exemple S1. Ça on va l'appeler S1. S1. Et donc ça c'est égal à S1. Et l'autre intégrale, donc intégrale de 0 à b f moins 1 de x dx. Alors ça c'est moins évident, mais c'est pas compliqué. Regardez la fonction inverse, le graphe de l'équation de f-1, c'est y égale f-1 de x. Ça, c'est le graphe de la fonction inverse. Mais ça, c'est équivalent à x égale f de y. Et donc, on déduit à partir de là que, que cette intégrale-là, ou bien cette fonction inverse, ou bien le graphe de la fonction inverse, c'est le même graphe que f, mais en inversant les axes de coordonnées. C'est-à-dire, vous considérez x comme y et y comme x. Ici, si j'inverse les axes de coordonnées, donc x, ça va remplacer y et y, ça va remplacer x, je trouve le même graphe que f. Donc, en vérité, vous permutez les axes de coordonnées. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient exactement donc, cette surface. Donc, vous imaginez que vous permutez les axes de coordonnées. Et donc, l'intégrale de 0 à b f moins 1 de x dx, ça va être exactement cette surface. Alors, on va l'assurer par une autre couleur. Par exemple, celle-là. Alors, donc, voilà. Ça va donner ça. Donc, ça va donner cette surface. Bon, c'est à peu près. Bon, alors, donc ça, on va l'appeler par exemple S2. Ça, c'est attendez. S2. Ça, on va l'appeler S2. Donc, ça, c'est égal à S2. Alors, maintenant, quand on somme, alors géométriquement, par ailleurs, AB, c'est quoi AB? AB, c'est simplement la surface du rectangle. Alors, c'est le rectangle qui est là. C'est ce rectangle-là, A fois B. C'est ce rectangle-là, donc c'est cette surface. Et on voit bien sur le dessin, donc c'est cette surface-là. Et on voit bien sur le dessin que S1 plus S2 dépasse AB. Ou bien, en d'autres termes, vous avez AB, c'est inférieur ou égal à S1 plus S2. Parce que je viens de dire que AB, ça représente la surface de ce rectangle. C'est cette surface, A fois B. Et donc, on obtient directement l'inégalité requise. C'est-à-dire, vous avez donc AB, c'est inférieur ou égal à l'intégrale 0 à fx dx plus intégrale 0 à b f moins 1 x dx. Voilà. Ça, c'est une illustration géométrique. Bon, c'est pas vraiment une démonstration très rigoureuse, mais ça montre que... parce qu'on ne peut pas faire trop confiance à notre intuition, on peut avoir des fonctions un peu bizarres. Mais bon, là, normalement, il n'y aura pas de problème parce que notre fonction est continue et strictement monotone. Donc, elle est assez régulière, donc on peut faire confiance à cette démonstration. Mais il n'y a pas mieux que d'écrire les choses de façon analytique. Alors, donc ça, c'est la vision géométrique. Maintenant, on va démontrer analytiquement l'inégalité de Young, donc le théorème. Alors, donc, je me place dans toutes les conditions du théorème. Donc, j'ai ma fonction qui est
continue, strictement croissante sur 0 plus l'infini, f de 0 égale 0, limite de fx quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Le fait que f est continu est strictement monotone. Théorème des valeurs intermédiaires, ça entraîne donc qu'elle est bijective sur 0 plus l'infini dans 0 plus l'infini, et donc sa fonction inverse existe. Alors maintenant, je vais simplifier l'intégrale de 0 à b. Bon, simplifier, je vais modifier f moins 1 de x dx. Je vais simplifier ça en posant, alors on pose x égale f de y. Voilà. Dans cette intégrale, je pose x égale f de y. Et donc, vous avez donc y, ça c'est équivalent à dire que y égale f moins 1 de x. Donc, cette intégrale, il va se transformer en intégrale. Alors, donc ici, 0, je vais avoir le y, il est donc, quand x égale 0, y c'est f moins 1 de 0. Mais f moins 1 de 0, c'est 0, parce que f de 0, c'est 0. Donc ici, je vais avoir un 0. Quand x égale à b, y c'est f moins 1 de b. Donc ici, ça va donner f moins 1 de b. Ensuite, f moins 1 de x, ça c'est y. Et dx, c'est df de y. Voilà. Alors, maintenant, df de y. Alors, df de y, lorsque f est dérivable, alors, si f est dérivable, on sait que df de y, c'est f' de y dy. Je peux faire ça, lorsque f est dérivable. Mais je n'ai pas cette donnée. Je ne sais pas si f est dérivable. Et là, donc, on rentre dans un type d'intégrale plus général que l'intégrale de Riemann, qui s'appelle intégrale de Stieltjes. Intégrale de Stieltjes. Alors, l'intégrale de Stieltjes, il est construit exactement de la même façon que l'intégrale de Riemann. Donc, vous avez des intégrales, alpha, bêta, g de t, par exemple, d de h de t. Riemann, donc, il prend dt. Au lieu de d de h de t, il prend dt. Et il fait des constructions, subdivision, une certaine somme. Après la limite de la somme, lorsque le pas de la subdivision tend vers 0, lorsque la limite existe, on dit que la fonction est intégrable au sens de Riemann. Là, on fait la même chose. Juste au lieu de dx, j'ai au lieu de dt, j'ai d de ht. Et donc, je fais une subdivision, etc. Le pas de la subdivision, lorsqu'il tend vers 0, si la somme possède une limite, alors cette intégrale s'appelle intégrale de Stieltjes de la fonction g par rapport à la fonction h. Alors, intégrale de Stieltjes, on peut intégrer par rapport à une fonction discontinue. Par exemple, vous avez en théorie des nombres des intégrales du type intégrale de gt d partie entière de t. Je prends ici les parties entières, qui est une fonction discontinue. Et donc, ça permet donc de considérer des intégrales, c'est une généralisation, ça permet d'avoir, c'est une extension, ça permet d'avoir plus d'intégrales, ça permet d'intégrer par rapport à des fonctions discontinues. Alors, où est-ce qu'on rencontre ça? On le rencontre par exemple dans la théorie analytique des nombres, où on intègre par rapport à la partie entière, ou bien par rapport à d'autres fonctions discontinues. Et ça permet en fait de transformer des intégrales, ça permet de transformer des sommes discrètes en des intégrales au sens de Stieltjes. Alors, une question importante, c'est quand est-ce que l'intégrale existe? Alors, vous avez des théorèmes sur l'existence. Alors, le théorème le plus connu, c'est il faut que G, par exemple, soit, c'est une condition suffisante. G continu, H à variation bornée. Lorsque G est continu et H est à variation bornée, alors l'intégrale existe, l'intégrale de Stieltjes existe. Alors, pour simplifier, je ne vais pas faire un cours sur les intégrales de Stieltjes. Alors, pour simplifier, on prend un cas, c'est G continu, H monotone. Alors, dans ce cas-là, l'intégrale de Stieltjes existe. Alors, G continu, H monotone. On est bien dans ce cas-là. Notre fonction y, c'est continu, et f est strictement croissante, donc monotone. Donc, l'intégrale existe au sens de Stieltjes. Où est-ce qu'on rencontre les intégrales de Stieltjes? On les rencontre dans soit la théorie analytique des nombres, probabilité. Je pense qu'ils existent même en physique, on les utilise. Voilà. Maintenant, je ferme donc cette parenthèse et je calcule ça. J'utilise une intégration par partie.
Alors, quand on intègre par partie, donc ici, par partie, qu'est-ce qu'on trouve quand on intègre par partie tout ça? Donc, on trouve y, f de y, pris entre 0 et f-1 de b, moins intégrale entre 0 et f-1 de b, f de y dy. Ça, c'est par partie. Et là, vous voyez, là maintenant, j'ai plus d'intégrale de Stieltjes. Ça, c'est une intégrale de Riemann, c'est par rapport à y. Bon, on continue. Alors, si je prends ça entre 0 et f-1 de b, alors la valeur de cette fonction en f-1 de b, ça va donner b f-1 de b. Et sa valeur en 0, c'est 0 parce que f de 0, c'est égal à 0. Moins intégrale de 0 à f-1 de b. Alors maintenant, y, c'est une variable muette. Je peux la remplacer par x. Alors, f de x dx. Et vous voyez donc, on s'est ramené à intégrer la fonction f. C'est ça donc le but de cette astuce, de ce changement de variable. C'est de se ramener, au lieu d'intégrer f-1, on s'est ramené à l'intégration de f. Maintenant, je vais sommer avec la première intégrale. Donc, d'où, si je somme les deux intégrales, donc intégrale de 0 à fx dx, plus intégrale de 0 à b f-1 de x dx. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Alors, ça va donner, bon, je vais écrire la première intégrale, 0 à fx dx. Ensuite, je vais ajouter ce que je viens de trouver là. Je vais ajouter ça. Mais je vais ordonner un peu les choses. Donc, je commence par cette intégrale. Donc, ça va faire moins intégrale de 0 à f-1 de b fx dx. Et à la fin, je vais ajouter donc ce nombre-là, qui est donc b f-1 de b. Alors là, je vais utiliser la relation de Chasles pour simplifier ça. Tout simplement, je vais décomposer l'intégrale 0 à a sous la forme intégrale de 0 à f-1 de b plus intégrale de f-1 de b à a. Et donc, en simplifiant, ça va donner intégrale de f-1 de b jusqu'à a, voilà, fx dx plus b f-1 de b. Voilà mon résultat. Et je dois démontrer maintenant que ça, alors la question qui se pose, est-ce que ça, c'est supérieur ou égal à a fois b? Voilà mon but. Alors, pour démontrer ça, donc je dois trouver une minoration de cette quantité. Je dois minorer tout ça. Et pour minorer ça, je dois donc minorer cette intégrale. Et pour minorer cette intégrale, je vais minorer ce qui est à l'intérieur. Mais il faut faire attention, il y a un petit détail important. Donc, il faut comparer entre, il faut distinguer les cas. C'est-à-dire il faut comparer entre ces deux nombres, f-1 de b et a. Alors, on distingue deux cas. On distingue deux cas. Premier cas, si f-1 de b est inférieur ou égal à a. Voilà, ça c'est le premier cas. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais minorer. Donc, on a donc, notre expression, donc intégrale de f-1 de b jusqu'à a fx dx. Alors ça, donc je dois minorer ça. Alors, pour minorer ça, j'ai le fait que f est strictement croissante. Donc, le fait que f est strictement croissante, donc ça, c'est minoré par l'image par f de cette borne d'intégration. La borne, voilà. Donc, ça va donner minoré par, donc ça, c'est minoré par, ça, j'utilise en fait le fait que f est strictement croissante. Donc, intégrale de f moins 1 de b jusqu'à a. F de f moins 1 de b, c'est-à-dire b dx. Et ça va donner donc a moins f moins 1 de b fois b. Et donc, je vais reporter donc cette minoration ici. Donc, d'où, alors,
On a terminé presque avec ce premier cas. Donc, d'où, en reportant donc, la minoration que je viens de trouver dans cette formule, donc ça, c'est minoré par cette quantité. Et donc, on va trouver exactement le résultat requis, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à a f de x dx plus intégrale de 0 à b f moins 1 de x dx, c'est supérieur ou égal à moins f moins 1 de a, non, f moins 1 de b, fois b, plus b, f moins 1 de b. Voilà ce que je trouve. Et donc, ça donne directement le résultat, parce que cette quantité-là, en simplifiant, c'est exactement égal à AB. Ça, c'est, donc, tout ça, c'est égal à AB. Et donc, d'où le résultat pour ce premier cas. Bon, donc, maintenant, je passe au deuxième cas. Deuxième cas, ou bien second cas. Second cas. Donc, si donc quand je prends l'inverse, c'est-à-dire f-1 de b est supérieur à a. Alors, dans ce cas, j'ai intégrale de f-1 de b à a. Bon, il faut arranger les choses. Donc ça, c'est, je peux l'écrire, donc, moins intégrale de a à f-1 de b. Là, maintenant, les bornes sont bien ordonnées. Vous avez a qui est plus petit que f-1 de b. Alors, j'ai besoin de minorer ça. Alors, pour minorer cette quantité, donc je dois, maintenant, dans ce deuxième cas, je dois majorer ça. Donc, je dois majorer f de x. Mais comme f est strictement croissante, donc ça, en fait, c'est majoré dans cet intervalle, c'est majoré par f de cette borne supérieure de l'intégrale. Donc, f de f-1 de b, donc c'est-à-dire, c'est majoré par b. Et donc, tout ça, c'est minoré par moins intégrale de 1, f-1 de b, b dx. Et ça, c'est égal, donc, moins f-1 de b moins a fois b, c'est-à-dire ab moins b fois f-1 de b. Et donc, je vais ajouter, donc, d'où. Je reviens à ma formule donc, que j'ai trouvée au départ, c'est-à-dire intégrale de 0 à fx dx plus intégrale. Alors, ce qu'on a trouvé au départ, c'était ça. f-1 de x dx, on avait montré que c'est égal à l'intégrale de f-1b à fx dx plus b f-1 de b. C'est ça ce qu'on a trouvé avant. Je vais maintenant donc minorer, je vais utiliser la minoration que je viens de trouver. Donc cette intégrale, c'est minoré par ça. Et je vais avoir directement le résultat, puisqu'ici donc on va avoir AB moins B F-1 de B plus B F-1 de B qui donne exactement AB, ce qu'il fallait démontrer. Donc voilà, les deux cas fonctionnent bien. Et donc l'inégalité de Young est démontrée analytiquement, même si on a utilisé quelque chose qui n'est pas très connu par le grand public, les universitaires. L'intégrale de Stevens, ce n'est pas très enseigné à l'université. On peut donner comme quelque chose, une remarque supplémentaire. Alors, quand est-ce que l'inégalité de Young devient une égalité? Quand est-ce qu'elle est atteinte? Alors ici, on peut le voir de façon géométrique, comme on peut le voir de façon analytique. Alors, pour que ça soit atteinte, il faudrait que cette surface supplémentaire, il faudrait que ça s'annule. Mais la seule façon pour que ça s'annule, il faudrait avoir B égale f de A. Attendez, je vais réfléchir. Oui, si B est égal à f de A, il n'y a plus cette surface supplémentaire. Il n'y a plus ça. Cette surface-là qu'on voit ici, c'est elle qui fait la différence entre les deux quantités entre les deux membres de l'inégalité de Young. Alors, pour que cette surface ne soit plus là, il faudrait que
que B est égal à F de, que B soit égal à F de A. Alors, imaginons que B soit égal à F de A. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Si j'enlève le B ici, je le mets exactement F de A. F de A, c'est ça. F de A, donc c'est ça B. Imaginons que c'est ça B, c'est F de A. Alors, dans ce cas-là, vous avez égalité. Vous avez cette surface, plus cette surface va donner la surface du rectangle. Ça, on peut le voir aussi de façon analytique. Alors, si vous regardez ici toutes les minorations, majoration, vous allez voir, alors où est-ce qu'on est, par exemple, dans le premier cas, on va voir par exemple dans le premier cas, ici, alors pour que l'inégalité de Young devienne une égalité, il faudrait ici avoir égal, voilà. Et pour avoir ici égal, il faudrait que, fx soit tout le temps égal à b sur cet intervalle d'intégration. Et puisque f est strictement croissante, ça ce n'est possible que lorsque les bornes d'intégration ici soient identiques. C'est-à-dire vous avez a égale f moins 1 de b, c'est-à-dire que b est égal à f de a. Voilà. Donc l'inégalité de Young est atteinte si seulement si b est égal à f de a. Voilà, je m'arrête ici. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude. Là maintenant on est en vacances, donc ça, je peux vous donner un autre rendez-vous dans une semaine seulement, mais sinon c'est 2 semaines jusqu'à 3 semaines. Voilà, portez-vous bien et à bientôt.